on va passer aux complications chroniques. Donc, les complications chroniques, c'est ce qu'on appelle aussi les complications dégénératives. On les partage en deux. On a d'une part la microangiopathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux, et d'autre part, la macroangiopathie, c'est l'atteinte des vaisseaux de moyen et de gros calibre. Dans la microangiopathie, on a essentiellement la néphropathie diabétique, donc c'est l'atteinte du rein. La rétinopathie diabétique, c'est l'atteinte de l'œil. Et la neuropathie diabétique. Sur le plan macroangiopathique, on a l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et l'atteinte cardiaque, c'est essentiellement l'atteinte des coronaires, mais aussi l'atteinte myocardique. Donc, dans la neuropathie, elle se divise en trois. On a les polynévrites, les mononévrites ou les multimononévrites, et on a la neuropathie végétative. Pour la cardiopathie, je vous ai dit, on a d'une part la coronariopathie et d'autre part, on a l'atteinte myocardique. Et puis à la fin, on va voir le pied diabétique. Le pied, il est dû à la fois à la neuropathie, à l'artériopathie des membres inférieurs, puis on a le facteur infectieux et le facteur déclenchant qui sont généralement associés. On va passer à la macroangiopathie. On avait dit que la macroangiopathie, elle n'était pas spécifique du diabétique. Donc on la voit dans la population générale, elle est juste plus sévère et plus précoce chez le diabétique, mais par contre, c'est la première cause de mortalité. Donc le diabétique ne meurt pas de son hyperglycémie. D'accord? Le diabétique meurt de son cœur, de pathologie cardiovasculaire. Et le diabète n'est pas la seule cause. Donc, il y a plusieurs facteurs intriqués. On a vu que les diabétiques, surtout les DT2, ils sont volontiers aussi hypertendus et dyslipidémiques. Ça aussi, c'est deux facteurs de risque cardiovasculaire. Ils ont une insulinorésistance à cause de ce syndrome métabolique. Donc, cette insulinorésistance peut entraîner, entre autres, un état d'hypercoagulabilité sanguine. Donc, peut aussi s'accompagner de dyslipidémie athérogène. On a aussi l'hyperglycémie. Donc, c'est plusieurs facteurs de risque intriqués chez le même diabétique qui font que ces diabétiques font de l'athérosclérose. Et c'est cette athérosclérose qui est la lésion initiale de la macroangiopathie. Donc, cette athérosclérose, elle touche les artères de moyen et de gros calibre. Donc, on peut avoir des atteintes coronariennes, ça peut donc c'est des cardiomyopathies ischémiques. Ça peut atteindre les trompes supraortiques et ça peut donner des AVC ischémiques, les carotides pareil. Les artères rénales, on peut avoir des sténoses athéromateuses des artères rénales. Et le membre inférieur, ça peut nous donner une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une AOMI. On commence par l'AOMI. Donc l'AOMI, elle est beaucoup plus élevée chez les diabétiques que chez la population générale. Et le risque, c'est d'entraîner une gangrène sèche qui peut conduire à une amputation. La moitié des amputations non traumatiques dans le monde se font chez les diabétiques. La particularité de cette artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est que chez le diabétique, elle est plus diffuse et plus distale. Donc, il est plus difficile de revasculariser par rapport au sujet non diabétique. Et souvent, il faut recourir à des pontages distaux. D'accord? Contrairement aux non diabétiques, on a parfois un seul tronc qui est proximal, on peut mettre des stents, là, c'est un peu plus compliqué de traiter. Et puis souvent, on a une médiacalcose qui est fréquemment associée. Donc, cette médiacalcose, c'est quoi? C'est l'artériosclérose, c'est pas une lathérosclérose, c'est l'artériosclérose, c'est la calcification de la média des artères. C'est un processus qui est normal qu'on voit au cours du vieillissement, mais chez le diabétique, elle est beaucoup plus précoce. Donc, on a souvent une médiacalcose. Le diagnostic, on le pose comment? Il faut savoir que chez le diabétique, souvent, on n'a pas de complications intermittentes. Contrairement au sujet diabétique qui, rapidement, on a le signe d'alarme qui est la claudication intermittente. Chez le diabétique, comme il a une neuropathie polynévrite, il a une baisse de la sensibilité, le sujet diabétique ne ressent pas la claudication intermittente. D'où l'intérêt de dépister annuellement l'artériopathie oblitérante du membre inférieur chez le diabétique, même en absence de signes de symptomatologie clinique. Le poupédio tibia postérieur, bien sûr, ils sont faibles, voire même absents, mais le poupédio peut être absent de façon physiologique chez 10% des patients, mais par contre, le poupédio postérieur, non. Si on a un poupédio postérieur qui est faible ou aboli, il faut compléter l'exploration. Donc, on peut demander une radio standard. On va voir cette médiacalcose. Je vais vous montrer une photo après. On va calculer l'index de pression systolique chez le patient diabétique au cabinet. Donc, en consultation, on le trouvera bas. Et si on trouve un IPS qui est bas, on peut compléter par un échodoppler des membres inférieurs. Il va permettre non seulement de confirmer le diagnostic, de localiser les lésions et de voir la sévérité des lésions. Enfin, l'angioscanner et l'angio-IRM qui ont remplacé l'artériographie, on ne fait plus beaucoup d'artériographie actuellement,
on fait plus des angioscans ou des angios IRM, donc on va les demander que si on projette de faire un acte chirurgical. On ne les demande pas de façon systématique. Donc là, sur cette photo, vous voyez bien la médiacalcose. Donc on voit une calcification des artères qui sont visibles sur la radiographie standard. Et pour l'IPS, on prend, grâce à un brassard, la pression au niveau de la cheville, on la calcule, et on la divise par la pression systolique au niveau du bras. Et on va avoir un chiffre. Le chiffre normal, c'est entre 0,9 et 1,3. Donc si on est entre 0,9 et 1,3, ça veut dire qu'on est dans les normes. Par contre, si ce chiffre est élevé au-delà de 1,3, on a des artères qui sont incompressibles, on a une médiacalcose qui est importante, et à ce moment-là, on est obligé de compléter par un Doppler. Donc, on ne peut pas juger de la présence ou non d'une sténose, parce que les artères ne sont pas compressibles à cause d'une médiacalcose. Par contre, si cet IPS est inférieur à 0,9, on parlera d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et on complétera aussi par un Doppler des membres inférieurs. Donc, retenez deux chiffres, 0,9 et 1,3. Entre les deux, c'est normal. Au-delà, c'est des artères incompressibles, il faut compléter par un Doppler. Au-dessous, c'est pathologique. Donc, on a une sténose au niveau des membres inférieurs. Donc, chez le diabétique, l'IPS peut être bas comme il peut être élevé, oui. Donc, il peut être bas en cas d'obstruction, mais s'il est élevé, on ne peut pas juger s'il y a une obstruction ou pas. Donc, il est élevé si on a une calcification des artères. Les artères sont incompressibles, d'accord? Il peut être normal si le diabétique n'a rien, bien sûr. Comment on va traiter? Toujours, bien sûr, contrôle glycémique et tensionnel. On va mettre des anti-agrégants plaquettaires. On va mettre systématiquement des statines. Pourquoi on va mettre des statines? Parce que les statines, c'est des traitements qui ont pour but de baisser le taux de cholestérol au niveau du sang. Mais ils ont un deuxième rôle, c'est ce qu'on appelle l'effet pléiotrope. C'est quoi l'effet pléiotrope? C'est qu'ils ont un effet direct sur la plaque d'athérome, c'est-à-dire qu'ils vont aller au niveau de la plaque d'athérome, ils vont la stabiliser. Parce que vous savez que l'accident vasculaire aigu, il est dû à quoi en fait? C'est pas la plaque d'athérome elle-même qui va boucher l'artère. Cette plaque d'athérome va se fissurer, et lorsqu'elle va se fissurer, il y aura une formation d'un caillot de sang au niveau de cette fissuration, et c'est ce caillot de sang qui va boucher l'artère. D'accord? Donc, quand on va donner des statines à des patients qui ont de l'athérosclérose, les statines vont stabiliser ces plaques d'athérome, ils vont faire en sorte que ces plaques d'athérome ne vont pas se rompre. Donc, un patient qui a de l'athérosclérose diffuse, on le met systématiquement sous statine, même si son taux de cholestérol est normal. Donc, pour ce qui est des vasodilatateurs, ils sont inefficaces. Donc, à un certain moment, on utilisait des médicaments qui entraînent une vasodilatation artérielle pour diminuer la symptomatologie, mais on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas très efficaces. Leur seule efficacité, c'est qu'ils diminuent un petit peu la claudication intermittente. Et on a vu que les patients diabétiques, généralement, ne font pas de claudication intermittente. Donc, on peut aussi préconiser aux patients de l'exercice musculaire sous surveillance après avoir éliminé une contre-indication cardiaque parce que cet exercice musculaire va aider à développer les collatérales. D'ailleurs, les patients diabétiques, comme ils n'ont pas de claudication et ils continuent à marcher, souvent, ils ont un réseau de collatéral qui est bien développé. Et puis, bien sûr, on prend en charge les facteurs de risque associés. Donc, on traite l'HTA, on l'a vu, on traite la dyslipidémie, on arrête le tabac, etc. Donc ça, c'est un signe de nécrose sèche au niveau d'un ortel qui est dû à l'oblitération artérielle. Donc pour ce qui est des complications cardiaques, je vous ai dit tout à l'heure, on en a deux types. C'est essentiellement la coronaropathie, mais aussi on a la cardiomyopathie diabétique. Alors pour la coronaropathie, donc elle est plus fréquente chez le diabétique et elle est plus grave aussi. Donc souvent, on a une atteinte multitronculaire, contrairement aux sujets non diabétiques où ils ont un seul tronc atteint. Le pronostic, bien sûr, il est amélioré par un bon contrôle glycémique et précoce. Donc, cliniquement, souvent, on n'a pas de symptômes, donc on n'a pas de douleur, ou bien on a une douleur qui est assez, qui est vague, c'est dû à la neuropathie cardiaque autonome, qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, il n'est pas rare de voir des patients qui viennent avec à l'ECG des ondes Q de nécrose alors qu'ils n'ont jamais présenté aucune symptomatologie cardiaque, qu'ils n'ont jamais consulté aux urgences de cardiologie. On fait un ECG juste dans le cadre de la surveillance et on trouve des ondes Q de nécrose. Donc, ils ont fait des infarctus silencieux.
Parfois, quand on a une atteinte sévère de plusieurs troncs, ils peuvent arriver à faire une cardiomyopathie ischémique, donc une insuffisance cardiaque par cardiomyopathie ischémique. Et puis parfois, on a des morts subites lorsque les patients font des IDM massifs qui sont passés inaperçus. En tout cas, retenez que chez le diabétique, la cardiopathie ischémique, elle est silencieuse ou elle se manifeste par une symptomatologie atypique. C'est pour ça que devant tout patient diabétique qui fait un symptôme aigu inhabituel, il faut penser à faire un ECG. Par exemple, un patient qui se présente avec des douleurs abdominales, sans douleur cardiaque. Un patient qui se présente avec un hoquet, d'accord, même s'il ne présente pas de douleur cardiaque, qui nous oriente vers un infarctus inférieur. Un patient qui se présente avec une hypotension inexpliquée. Un patient qui se présente avec une hyperglycémie inhabituelle et inexpliquée, une cétose inexpliquée. Tout ça, il faudra rechercher un infarctus et faire un ECG systématiquement. Donc, comment on dépiste cette cardiopathie ischémique? Donc, on fait un ECG une fois par an chez nos patients diabétiques. Donc, un ECG de repos une fois par an chez les patients diabétiques, c'est systématique. Maintenant, est-ce qu'on doit faire systématiquement une épreuve d'effort ou une scintigraphie myocardique aux patients diabétiques pour dépister l'ischémie myocardique parce qu'on a vu qu'elle était silencieuse? Là, ça se discute. Donc, le CG, oui, c'est systématique. Faire une épreuve d'effort, ça se discute de plus en plus. On pourrait éventuellement la préconiser, donc préconiser de rechercher une cardiopathie ischémique silencieuse chez les patients diabétiques de type 1 qui sont âgés plus de 45 ans, qui ont un diabète qui évolue depuis plus de 15 ans et qui ont aussi 2 facteurs de risque associés. Par exemple, ils sont diabétiques, ils sont fumeurs, hypertendus. Ils sont diabétiques, ils sont hypertendus et ils ont une dyslipidémie, etc. Chez les diabétiques de type 2 qui ont plus de 60 ans, qui ont un diabète qui évolue depuis plus de 10 ans et qui ont au moins 2 facteurs de risque. Mais là aussi, je vous ai dit, ça se discute. Et puis, on peut éventuellement le discuter chez les patients diabétiques qui ont déjà, par exemple, une AOMI ou une atteinte athéromateuse des troncs supraortiques. Donc, on se dit, s'il a une atteinte athéromateuse des membres inférieurs, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas d'atteinte athéromateuse des coronaires. Donc, on va la rechercher, cette atteinte coronarienne, par une épreuve d'effort, si on peut, mais souvent les diabétiques ne peuvent pas faire d'épreuve d'effort, soit parce qu'ils ont une AOMI, soit parce qu'ils ont une lésion du pied. Donc, on peut éventuellement faire une scintigraphie myocardique. Mais là, je vous ai dit, encore une fois, ça se discute. Pourquoi? Parce que pour certains cardiologues, si le patient est déjà sous traitement médical optimal, ça ne sert à rien d'aller chercher une cardiopathie ischémique parce que dans tous les cas, le traitement sera le même. C'est des patients qui ne vont pas bénéficier forcément d'une revascularisation. Ils sont sous traitement optimal, ça ne sert à rien d'aller faire un geste invasif. C'est les patients qui ont une protéinurie, donc une néphropathie diabétique stade 4 ou plus. C'est les patients qui ont une microalbuminurie associée à deux autres facteurs de risque. Et enfin, si un patient a plus de 45 ans, il veut reprendre une activité physique. Donc, dans tous ces cas, on peut éventuellement discuter de rechercher systématiquement une atteinte coronarienne, même si le sujet est asymptomatique, même si le CG de base est normal. Donc, on peut éventuellement indiquer une épreuve d'effort, voire une scintigraphie myocardique. Donc, la deuxième complication cardiaque, c'est la cardiomyopathie diabétique. Donc, c'est une complication qui a été introduite récemment. En fait, on avait remarqué que les patients diabétiques faisaient une atteinte myocardique qui était spécifique au diabète, qui était indépendante de toute pathologie ischémique. Donc, à un stade précoce, on aura une hypertrophie du ventricule gauche et ça peut aboutir à un stade ultime, une insuffisance cardiaque qui est globale.